2021, Guillaume Cabanac commence à explorer ce qui se passe dans la littérature scientifique, notamment parce qu'il y a des outils d'intelligence artificielle, GPT à l'époque, qui commencent à sortir, puis remarque dans la littérature scientifique l'apparition d'une drôle de façon de formuler certaines phrases. Lui, il va commencer à noter ces petits bouts de phrases-là comme étant des petites phrases, des petits bouts de phrases torturés, tout autant de petits drapeaux rouges qui pour lui signifient qu'il y a peut-être un problème dans l'écriture de ces articles. Par exemple, il y a l'expression colossal information au lieu de big data, on a counterfeit consciousness au lieu de artificial intelligence. En bas, au lieu de random value, on a irregular esteem. Qu'est-ce qui se passe avec le langage expert? Puis, 2 années plus tard, ou une année plus tard, plutôt en 2022, novembre, ChatGPT sort. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, ChatGPT, quand on lui fait une requête, en bas, c'est écrit Regenerate. Puis, il faut faire attention, parce que si vous faites un copier-coller, il ne faut évidemment pas faire copier le bout Regenerate Response. Or, ce qu'on voit dans la littérature scientifique, c'est ça en bas d'un paragraphe, ça ici, ça là, ça ici, pourquoi pas là, 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 et puis là, et enfin un peu ici, un peu là. C'est ça de quoi j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui. ChatGPT, oui, l'intelligence artificielle, comment ces outils-là peuvent être utilisés, instrumentalisés pour peut-être faire dévier de sa course la science et ses idéaux. Comment on utilise ces outils-là pour, comme toutes sortes de stratégies, pour gonfler peut-être notre CV en recherche, pour publier quelques papiers de plus. Je m'appelle Jean-François Sénéchal. Habituellement, on aurait commencé par ça. Là, on est rendu là. Je m'appelle Jean-François Sénéchal. Je suis chargé d'enseignement. Je me promène entre la faculté de sciences et génie et la faculté de philosophie. Donc, littéralement, aujourd'hui, je suis à la faculté de sciences et génie, puis je suis parti. La faculté de philosophie, ça a été ma petite marche. C'est moi. Je suis entre les deux, puis je me promène entre les deux. Je fais de la recherche, mais de la recherche sur les chercheurs. Donc, je m'intéresse à celles et ceux qui sont là aujourd'hui. C'est mes petits rats de laboratoire. Habituellement, ils n'aiment pas ça là, quand je leur dis ça, mais c'est quand même ça. Je les observe. J'essaie de voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Puis des fois, la différence entre les deux. Je donne aussi un cours, ça s'appelle Éthique et professionnalisme. C'est un cours d'éthique donné à des étudiants en sciences et génie. Ça va bien, mais je dirais que c'est pas la crowd qui avait souhaité ce cours-là au début, mais ça se passe plutôt bien dans le cours. J'ai des podcasts aussi, ça a été mentionné en début de présentation, puis je vous invite à aller voir IA Café où justement on pose des questions comme aujourd'hui, mais sur les enjeux éthiques et sociaux associés à la recherche en intelligence artificielle avec une belle gang de collaborateurs. Parlons de la recherche, je vous dis, on va parler des chercheurs. C'est sûr que vous connaissez mieux un peu c'est quoi un chercheur parce que vous êtes souvent dans ce milieu-là. Mais peut-être une remarque pour celles et ceux qui connaissent mal encore c'est quoi un chercheur. D'abord, il faut le distinguer du scientifique. Le scientifique, lui, c'est celui que vous voyez à découverte le dimanche soir. Il a un beau sarrau blanc. Pour lui, la connaissance, elle est certaine, elle est objective, elle est froide. On ne parlera pas de politique, on ne vous parlera pas des principaux budgets, des liens entre la science, la politique, les budgets, les financements asocial, en ce sens, couper un peu de la société, de ses enjeux. Si je vous demandais de dessiner un scientifique, ça ressemblerait à ça. Ça, c'est un test, le DAST test. C'est Draw a Scientist Test, où on demande à des étudiants de dessiner un scientifique. Puis cette image-là tranquillement va s'intensifier jusqu'à la fin du bac universitaire. Mais cette image-là, c'est ce que les gens ont en tête lorsqu'on parle de la recherche. C'est ça. Donc, c'est un homme, il est blanc, il a une moustache, il a des lunettes. Il est entouré d'équipements scientifiques. Il crie Eureka quand ça se passe bien.
ou j'ai un secret et il se frotte les mains parfois lorsque ça se passe plutôt mal, mais je dirais que ce sont ces stéréotypes dont il faut se distancier pour comprendre c'est quoi la recherche, parce qu'on va parler de ça. Qu'est-ce qui se passe en recherche? On parle des chercheurs. Les chercheurs, vous voyez en haut à gauche, là, il y a une belle grande diversité chez les chercheurs. Il n'y a personne qui a de sarrau. Des blancs moustachus, lunettes. Oui, il y en a, il y en a un. On va le saluer. On va le saluer. Pour eux, la connaissance, ben, elle est incertaine. Hein? Ils doutent de tout, y compris de leur propre thème. On essaie de produire des résultats. Leur connaissance, elle est incertaine, elle est subobjective, c'est-à-dire qu'elle est liée à des personnes. Hein? Quand on publie, on dit telle personne ou tel auteur, sénéchal, étal, ont démontré que, donc on associe des faits à des personnes. Pour eux, le savoir, il est changeant. On souhaite le changer, on souhaite l'améliorer, on souhaite le développer. Intensément lié aux politiques. Les chercheurs regardent les budgets politiques, s'intéressent aux demandes de subventions. Où va l'argent? L'argent va où? En intelligence artificielle. On va écrire intelligence artificielle, même si c'est un petit peu loin. OK, ça ressemble un peu. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas trop long qu'on comprend. Lié aux enjeux sociaux, on va essayer de développer des projets de recherche qui répondent à des projets sociaux qui sont en demande. Ça, c'est la recherche. Et en plus, c'est un milieu de travail. Vous êtes là, vous êtes au travail aujourd'hui pour plusieurs. Vous êtes venus dîner parce que c'est ça, on va joindre l'utile à l'agréable. C'est un milieu de travail. Et qui dit milieu de travail, dit toutes sortes d'un environnement qui a toutes sortes de choses dans un milieu de travail. Donc, il y a des pressions exercées sur vous, pressions diverses, des attentes des différentes parties prenantes de l'institution qui vous accueille, des besoins, les vôtres, ceux des parties prenantes, ceux de votre employeur, une certaine culture organisationnelle qui est là. La culture académique a sa propre culture, son propre langage. Ethos, ses propres habitudes. Hein, l'ethos, c'est les habitudes. Les habitudes, on prend des habitudes, on prend des décisions morales, puis tranquillement, ça influence nos propres décisions morales, ça influence aussi les décisions des autres, donc ethos en ce sens. C'est un milieu de travail et quels problèmes on constate dans les milieux de travail? Au travail, sachez-le, les gens mentent. Une personne sur deux a commis ce genre de geste-là dans sa vie au travail. On ment un peu, on utilise les ressources de façon parfois inappropriée, violation de certaines normes, certaines règles. On dévie un peu des normes, des règles, des attentes qui nous sont imposées, utilisation inappropriée des ressources. Voilà ce qui se passe dans le monde du travail et rappelons-le, la recherche aussi est un milieu de travail. Et donc, on devrait voir, puisque c'est un milieu de travail, des chiffres qui commencent à ressembler à ça. Donc, une personne sur trois va commettre une fois dans sa carrière, au moins une fois dans sa carrière, ce genre de geste. Donc, ici, c'est cumulé. Là. Vous voyez qu'il y a des différences entre les plus graves là, qui sont en haut, là, falsification, fabrication, violation de protection des participants, de la protection des participants à la recherche, non-divulgation des liens d'intérêt, relations troubles avec étudiants, participantes, clients, vol d'idées, utilisation des idées d'autrui, utilisation indue d'informations confidentielles, non-publication de données alors que ça devrait être publié, non-respect des procédures encadrant la protection des participants, non-divulgation concernant l'utilisation des données erronées. Une personne sur trois, là, ici, il y en a d'autres. Ici, on voit que c'est moins grave, mais c'est plus fréquent. Ça aussi, ça fait partie des problèmes. Des fois, les comportements les moins graves, étant donné qu'ils sont plus fréquents, ça peut causer des problèmes plus graves dans le système lorsqu'on le regarde dans son ensemble. Donc, publication des mêmes données. Je ne vois pas mon petit... Je suis daltonien, je ne vois même pas le rouge. Bon, je vais m'en acheter un autre. Publication des mêmes données ou des mêmes résultats dans plus d'un article. Allocation indue du crédit d'auteur, ça reviendra.
refus, rétention, retard de publication pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons, utilisation de design inapproprié, suppression de données fondées sur le gut feeling. Il y a une petite donnée qui m'agace, elle disparaît. Il y a une autre donnée qui ferait mon affaire, elle apparaît. Une personne sur 3 va commettre au moins ça dans sa vie. Gravité, bien évidemment, on a parlé de la fréquence, mais la gravité, ça varie. Habituellement, on parle de ceux-là. Ceux-là, vous les connaissez, puis je ne vous en parlerai pas longuement. Je vais plutôt aller dans les zones de gris, là, mais création de données, falsification, c'est pas bien. Sachez-le, là. Fraude, non. Plagiat, ça devrait être clair. Maintenant, il reste à définir tout ça, là, mais en gros, c'est mal. C'est très à gauche du spectre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre les deux. Donc, c'est là où on va voir les outils d'intelligence artificielle se frayer une place. Fragmentation de publication. Au lieu de publier une fois, on va publier plusieurs petites fois ou plusieurs petits articles pour multiplier le nombre d'articles. Publier dans des revues avec un processus souple, très faible de révision par les pairs. Autoplagiat. Donc, j'ai dit ça, je l'ai publié, je le republie ici. On modifie un peu l'intro, la conclusion, on garde la même méthode, on change un peu les auteurs. Traitement des données, sélection. C'est délicat comme tâche, sélectionner des données. Pourquoi telle donnée a été écartée? Pourquoi telle donnée, on l'a gardée? Pourquoi on a gardé telle image? Pourquoi on a jeté telle autre image? Donc, sélection inappropriée des données de recherche. Manipulation indue des images. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que Photoshop nous autorise à faire et qu'est-ce que la revue dans laquelle on souhaite publier nous autorise à faire? Parfois, il y a une marge et cette marge n'est pas tout à fait toujours comprise et connue. Allocation injuste du crédit d'auteur. On donne le crédit d'auteur à certains, on enlève le crédit d'auteur à d'autres. Qu'est-ce qu'un auteur? Ça fait partie des difficultés. Appropriation indue du crédit d'auteur. On s'approprie le crédit d'auteur pour un article qu'on n'aurait peut-être pas, auquel on n'aurait pas contribué substantiellement. Donc, en recherche, c'est ce qu'on voit. Pourquoi maintenant? Tiens, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Non, c'est pas vrai. Pourquoi les chercheurs, font ça? Bien, les raisons sont connues. Dans le milieu du travail, ça ressemble à quoi? Je manque de temps, je manque d'encadrement, je manque de compétences, je manque de ressources. Ce sont des enjeux trop importants. Je n'avais pas le temps et les enjeux étaient importants, donc j'ai décidé de faire toutes sortes de compromis, transfert de responsabilité. Donc, ce n'est pas moi, c'est l'autre qui me l'a dit. J'ai vu l'autre le faire, j'ai présumé que c'était bien. Forte probabilité de réussite. Est-ce qu'on vous surveille? Est-ce qu'on vous épie? Est-ce qu'il y a des outils institutionnels qu'on a donnés pour surveiller, pour vous épier sur vos propres comportements? Je ne pense pas. Procrastination, ben, on manque de temps, et puis parce qu'on manque de temps, ben là, on va dévier un peu. Mauvaise compréhension de la faute. Je savais pas. On me l'avait pas dit. On me l'avait pas expliqué. Je commençais en recherche, puis je le savais pas. Influence des pairs, ça, c'est dans le milieu du travail. En recherche, si on va dans le détail, des pressions internes, on parle du logos, ethos et pathos. Donc, logos, c'est connaissez-vous les normes? Connaissez-vous les règles? Qu'est-ce que je peux vous enseigner? Puis qu'est-ce que vous pouvez retenir si je vous enseigne des choses? C'est le logos. L'ethos, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est nos habitudes morales, nos comportements moraux. Quelles habitudes avez-vous prises plutôt pendant votre formation au, je sais pas, secondaire, cégep, début de bac? Avez-vous pris toutes sortes d'habitudes, puis de contourner certaines attentes ou règles si les enjeux sont trop importants et si vous manquez de temps? Mais ces habitudes-là risquent de se perpétrer. Pourquoi? Pourquoi ça arrêterait une fois qu'on est chercheur? Hein? Pourquoi? Et le pathos, donc qui ne dépend pas de vous, qui dépend du fait que nous sommes humains. On a des biais, des inclinaisons, des pulsions. Ça peut même aller de l'ordre de la maladie.
Mais voilà, donc pathos en ce sens. Il y a des pressions à l'interne, des pressions à l'externe, donc qui sont souvent exercées par vos propres milieux de travail. Le milieu académique, qu'est-ce qu'on voit? Conflit de rôle. Donc, on a des chercheurs qui sont à la fois chercheurs, enseignants, administrateurs, entrepreneurs, puis on essaie de faire jongler avec ces plusieurs chapeaux-là et essayer de les faire tenir sur une seule tête. Autre pression organisationnelle, accroissement des pressions, publier ou mourir. Donc, j'imagine que publish or perish, vous savez c'est quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi, vous risquez de mourir. Vous risquez de mourir, c'est-à-dire qu'il faut le savoir, il faut le reconnaître. Il y a une pression exercée, que vous l'aimez ou non, qu'elle soit justifiée ou non, elle est là. Vous devez publier. Puis sinon, votre manque de publication ou vos incompétences à publier risquent de vous expulser progressivement du système. Donc, publier ou mourir. Il y a toutes sortes de pressions qui sont liées pour les professeurs au processus d'agrégation, où là, on doit aussi il y a beaucoup de valorisation, je dirais, des publications scientifiques pour devenir chercheur et moins un peu pour vos compétences en enseignement. Donc, sachez-le, là, si vous voulez investir à quelque part, c'est peut-être dans cette voie. Institutionnellement, réduction des ressources. Donc, on manque de temps. Les chercheurs manquent de temps. Écrivez-leur un courriel, 2 semaines après, on n'a pas de nouvelles. C'est parce qu'ils manquent de temps. Manque de temps, manque d'encadrement, manque de ressources, manque d'étudiants. On doit publier ou mourir, puis là, il n'y a plus d'étudiants, il n'y a plus de ressources, j'ai plus de temps. Voilà ce qui peut se passer. Publish or perish. C'est à ça que ça ressemble. Publier tout ce que vous pouvez publier, sinon mourir. Puis là, on se retrouve dans un système où il y a toutes sortes de réflexes qui ont été tranquillement développés par les chercheurs. Multiplication indue du nombre d'auteurs. On voit des articles où il y a de plus en plus d'auteurs par article. Des auteurs fantomatiques ou ghostwriters, comme ça je les traduis, des auteurs qui ne devraient pas être auteurs, qui font juste rédiger des textes, puis d'autres, des chercheurs qui ne sont même pas auteurs, mais qu'on voit apparaître comme auteurs. Surfragmentation de la publication. Au lieu de publier un article substantiel, on divise notre article en plusieurs petits, on appelle ça la fragmentation de type salami. Là. On divise ça en plusieurs petits articles mineurs au lieu d'un article majeur. Il y a l'apparition des publications prédatrices, j'en dirai quelques mots. Multiplication indue du nombre d'auteurs, on a celui-là. Là. Celui-là, c'est mon champion. C'est le fameux collisionneur de particules, le CERN, là, vous avez entendu des travaux en Europe. Combien d'auteurs? Là, je ne m'adresse pas à distance, désolé, mais en classe, combien d'auteurs? On dit des noms. 65, 50, qui dit mieux? Centaines, Camille en avant. Comment? 200? Une bonne grosse centaine, on dirait 5154 auteurs. Donc, voilà ce qui vous attend. Je vous suggère d'imprimer à partir de la page 26, parce que les 25 premières pages, c'est une liste d'auteurs en ordre alphabétique qui donne beaucoup de poids à M. Ahad, premier auteur d'emblée de cet article. Apparition aussi des revues prédatrices. Donc, si vous ne connaissez pas les revues prédatrices, je vous les présente. C'est des revues, on vous écrit, vous allez recevoir des courriels, vous allez être sollicité de toutes sortes de façons dès qu'on comprend que vous êtes impliqué un petit peu dans le monde académique. Puis, on va accepter de publier vos articles scientifiques. Moyennant un petit peu d'argent, rassurez-vous, vous payez, puis en plus, ça va vite. Ça va vite, puis ça va vite. Pourquoi? Parce que le processus de révision par les pairs est assez souple. C'est ça qui se passe. On va vous inviter, puis une fois que vous allez avoir publié, on va vous mettre sur le tableau des éditeurs de la revue, parce que maintenant, vous faites partie du système. On va mimer le nom de revues prestigieuses existantes, mais on va juste dévier un peu de sorte à ce que vous puissiez mordre à l'hameçon. Donc, des revues prédatrices. Il y a un auteur qui s'est tanné, d'ailleurs, c'est M. Mézières, il était fatigué de recevoir des courriels, puis il en a pris une, puis il a produit un manuscrit. C'était 10 pages de la même phrase qui était répétée ad nauseam, puis il a soumis son manuscrit, puis le manuscrit a été accepté. Il en a eu la preuve, il n'a jamais accepté de payer, ce qui fait que ça n'a jamais été publié. Mais le manuscrit, c'est celui-là. Donc, Get me off your FN mailing list.
10 pages de juste cette phrase. Il y a même eu la coquetterie d'ajouter une figure ici, là. Get me off your FN mailing list. Voilà, il y en a qui sont plus sollicités que vous. Bohannon, lui, s'est amusé à essayer avec les revues là, à processus de révision assez souple, il s'est dit, je vais leur inventer un article où le titre est nié par les résultats, où les conclusions, mon dernier paragraphe, est nié par les résultats que je présente juste avant, juste pour voir s'il y a quelqu'un qui l'a lu. Tu sais, ça serait le fun qu'il soit lu, au moins par le processus. Donc, il l'a soumis à 304 journaux, mais c'est des journaux ciblés, là, comme étant des journaux louches. 98 l'ont rejeté, mais 157 l'ont accepté. Donc, moyennant le paiement, l'article aurait été publié alors que, rappelons-le, le titre est complètement contredit par les résultats. N'importe qui y jetterait un coup d'œil verrait la différence. Accroissement de la publication, publier ou périr. Et le chercheur est pris avec ses pressions externes, pressions internes. D'ailleurs, si vous demandez c'est quoi un conflit d'intérêts, c'est ça. Hein, c'est lorsque le chercheur est pris avec ses intérêts internes et personnels en conflit avec les intérêts qui sont associés à l'institution, qui sont associés à son rôle. Du moins, c'est comme ça qu'on le définit comme étant une zone de risque pour le chercheur. Il y a un problème, il y a des problèmes, il y a des raisons qui expliquent ce problème. Il y a pourtant un cadre normatif qui encadre tout ça. D'ailleurs, si vous demandez est-ce que je peux faire n'importe quoi, je regarde là, je ne regarde pas mes textos. Vous demandez est-ce que je peux faire n'importe quoi en recherche? Ben non, il y a des normes qui vous sont imposées. Elles viennent d'où les normes? Ben, il y a celui qui paye, celui qui publie et celui qui vous accueille, qui vous impose des normes. Si jamais vous demandez qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire? Mais il y a des règles. Il devrait y avoir des règles partout ici. Celui qui paye, celui qui vous donne des subventions de recherche, des bourses, il vous impose des règles. Puis si vous ne respectez pas les règles, vous allez perdre votre bourse ou votre subvention, puis on peut même vous retirer le droit de resoumettre de nouveau une demande de subvention. Celui qui publie, ben oui, si vous publiez dans des revues, on vous impose des règles. Et si vous ne suivez pas ces règles, bon, on pourra retirer vos articles. Donc, celui qui publie et celui qui publie, il vous impose ses règles. Si vous voulez publier dans Nature, bravo, mais il y a des règles, il faut les respecter. Puis si vous ne les respectez pas, on risque de retirer votre article. Et qui plus est, on va en plus faire une plainte à votre institution pour demander d'enquêter sur votre cas. Et à ce moment-là, c'est l'institution qui prend le relais parce qu'elle aussi, elle vous impose ses règles. Chaque institution, c'est politique en matière de conduite responsable en recherche, en matière d'intégrité en recherche, en matière d'éthique de la recherche. Si ce n'est pas respecté, il y a des sanctions, expulsions, congédiements, ça fait partie du champ du possible. Donc, il y a un appareil normatif qui est là, un cadre normatif, il y a des problèmes, on se donne des normes pour encadrer tout ça, et arrive ChatGPT. Donc, ChatGPT, les LLM sont là pour vous aider à écrire, vous aider, vous accompagner, vous aider de toutes sortes de façons. D'ailleurs, c'est il y a 2 semaines maintenant que le fameux, pas l'Apple Store, le GPT Store ou GPT, je pense qu'il faut mettre un S à la fin, est sorti. Il y a des outils qui sont spécifiquement pensés pour vous, vous chercheurs. D'ailleurs, je vous invite, ChatGPT, comme ces outils-là, à aller les tester, voir qu'est-ce qui se fait, voir qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Puis là, c'est là où l'exercice du jugement va se dessiner. Toutes sortes d'outils qui vous aideront à produire du contenu, à mieux écrire, à analyser plus efficacement vos données, à voir des patterns que vous auriez peine à identifier. Allez explorer ces outils, sont là. D'autres les utiliseront si vous ne les utilisez pas. Essayez de les connaître. D'ailleurs, il devrait éventuellement avoir toutes sortes de formations pour aider les chercheurs à mieux les connaître, savoir ce qui se fait, savoir ce qui se passe. La conduite responsable à l'ère de l'intelligence artificielle et de ChatGPT. C'est ça le défi. La conduite responsable, ça a toujours été là. Les normes, les problèmes, on les connaît. Maintenant, on ajoute
un outil de plus, pas un problème de plus, mais je dirais un défi de plus, une tentation de plus peut-être pour les chercheurs, qu'on doit apprendre à maîtriser, à juger si on ne veut pas s'éloigner, je dirais, des idéaux en matière de conduite responsable en recherche. Ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui sont tentés par toutes sortes de stratégies pour publier plus. On parle de deepfake, celui-là, ce terme-là, ou d'hypertrucage, vous en avez entendu parler. Les élections américaines, ça s'en vient. Vous n'avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler. Mais il y a ça aussi en science, c'est-à-dire que de l'hypertrucage en science aussi, ça existe et ça commence à exister. Je vous ai déjà parlé de ce qui se fait. Tromper le lecteur, c'est ça l'idéal. On travaille, on veut produire des articles, on ne veut pas tromper le lecteur, être le plus honnête possible dans notre transmission du savoir, dans la reconnaissance des contributions des pairs. Mais Cabana nous dit, faites attention, il y en a plusieurs là, qui sont en train de contourner le système. D'ailleurs, plus récemment, il y a cette phrase-là qui a commencé à apparaître dans des articles scientifiques. Donc, as an AI language model. Faites une recherche là, dans une banque d'articles scientifiques. Ça, cette phrase-là, curieusement, elle commence à apparaître dans plusieurs articles scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça a été dit? Est-ce que ça a été dit? D'ailleurs, Cabanac mentionne toujours la même chose. Est-ce que l'auteur a fait un copier-coller sans s'en rendre compte? Donc, il ne dit pas que c'est mal, il dit juste, est-ce qu'il a fait ça sans s'en rendre compte? Puis, il mentionne toujours, pouvez-vous m'expliquer comment cette phrase a pu passer à travers tout le processus d'édition? Il y a 10 auteurs, il n'y a personne qui l'a vu, cette erreur-là. Il y a tout un processus éditorial où il y a des réviseurs qui passent par-dessus. Il y en a qui vont s'arranger pour le publier. On s'assure qu'il n'y ait pas une petite virgule de croche. Mais comment se fait-il que ce bout de passage-là est encore là à la fin, dans le manuscrit, pas dans le manuscrit, dans l'article, lorsqu'il est publié? Bonne question, me semble-t-il, adressée aux auteurs. On parle des LLM. Vous savez c'est quoi? Hein, des outils qui nous aident à écrire, qui peuvent nous aider à écrire n'importe quoi. Et c'est parfois ce qui se passe. Dans quelle mesure peut-on utiliser ces outils de façon honnête dans les futurs articles que nous allons écrire? Tromper le lecteur, je pense que c'est ce que nous devons ensemble éviter. Hyper-trucage, on en a aussi du côté de tromper, mais tromper l'œil. Ça aussi, il y a d'autres outils en intelligence artificielle qui permettent de générer des images, des vidéos d'ailleurs. Sora vient de sortir, vous irez tester. Non, tester, c'est plus compliqué. Mais disons, les outils pour générer des images sont là. DALL-E, Midjourney, vous irez faire vos tests. C'est impressionnant, mais ça permet aussi de produire des images scientifiques assez crédibles. Mais bien avant, hein, les outils d'intelligence artificielle, il y en a plusieurs qui avaient compris les utilisations maladroites de Photoshop. Parce que Photoshop, ça aussi, ça a été un bouleversement là, dans l'histoire de la science, c'est-à-dire qu'on pouvait affecter, influencer ou modifier parfois considérablement des images. Là. On pouvait exposer une partie pour montrer une partie de l'image et sous-exposer une autre pour cacher. Est-ce que... Non, c'est la même image, c'est les mêmes résultats, mais là, on se met à ajuster. Le Photoshop, ça fait longtemps que ça existe. Il y a Mme Elisabeth Bick. Peut-être certains d'entre vous la connaissez. D'ailleurs, Cabanac, Bick, on les a reçus tous les deux la semaine sur la conduite responsable en recherche, nos éditions précédentes, si vous voulez voir ou entendre plutôt les entrevues qu'on a faites avec eux, c'était passionnant. Elisabeth Bick, elle, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il y a juste Elisabeth Bick. Elle regarde des images, puis elle dit, c'est bizarre, mais il y a eu un copier-coller. Voyez-vous un copier-coller? Elisabeth Bick l'a vu. Hein? C'est copier-coller. Dès qu'elle met des petits rectangles pareils, c'est parce qu'il y a un copier-coller. Elle regarde un autre article. Ah, il y a un copier-coller là. Pouvez-vous m'aider à comprendre pourquoi la même expérimentation à deux temps différents ou avec deux traitements différents, comment se fait-il que c'est la même image?
elle le voit. C'est comme le jeu des 7 erreurs, là. Vous avez peut-être fait ça. Je suis peut-être trop vieux dans les journaux, on faisait ça, on essayait de trouver les 7 erreurs. Elle est trop forte pour cette game-là. Ici, en plus, je suis daltonien, j'ai vu, c'est en haut, là, les petits carrés, je les ai vus ce matin. Elle voit ça, puis effectivement, quand on prend le temps de regarder, mais effectivement, c'est la même chose. Et elle le fait avec ses yeux, mais c'était bien avant l'apparition des outils en intelligence artificielle. Ici aussi, ben, c'est deux traitements différents, deux temps différents. Comment se fait-il que c'est la même image? Bonne question, Elisabeth. Donc, Elisabeth Bick faisait ça, ça existait. Ça existait bien avant l'apparition de l'intelligence artificielle, mais là, on ajoute l'intelligence artificielle. Donc, c'est toujours ça. Hein, les problèmes, on les connaît, sont là, mais ça s'intensifie. On fait le pas peut-être supplémentaire. Fabrication d'images dans des publications scientifiques. Donc, en C, on voit des gels d'électrophorèse. Si vous êtes en biotechnologie, vous avez fait ça. Donc, des Western blots générés de façon artificielle par des outils d'intelligence artificielle. Qui verra la différence? Ben, pas moi. Pas moi, j'en ai fait dans ma vie, puis c'est ça, ça ressemble à ça. En D, on voit des images de cancer de l'œsophage qui ont été générées artificiellement. Puis, ça peut confondre à peu près n'importe qui. En E, on voit en haut des images qui sont naturelles ou réelles. Puis, juste en bas, les images qui sont générées par... Souvent, la façon de les détecter en ce moment, c'est que la résolution des images générées par l'intelligence artificielle est trop forte. Donc, sachez-le, là. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut que la résolution soit un peu plus faible si on veut que ça soit crédible un peu. Donc, les outils, c'est ça. C'est des outils, on les connaît bien. Midjourney, DALL-E, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on l'applique pour créer de fausses images. Mais là, ici, appliqué au monde de la recherche. Et tromper l'œil, tromper le lecteur et finalement tromper le système. Parce que c'est ça le risque. Hein? Si on trompe le lecteur, si on trompe l'œil, ben finalement, on peut tromper tout le monde, y compris le système de recherche en tant que tel. Donc, on a toutes sortes d'outils, de systèmes d'intelligence artificielle qui sont instrumentalisés pour faire dévier la science et la recherche de sa route. On a même des articles, des automatic article generators. Donc, des outils qui peuvent vous aider à produire automatiquement des articles dans son entièreté. Là. Donc, c'est juste de dire le champ, produire quelques prompts, amusez-vous, puis on va avoir un article qui est automatiquement... D'ailleurs, ça fait partie des problèmes. On vous a appris depuis que vous faites de la recherche, on vous a appris à écrire, c'est un format qui est là, qui est très formaté, tout est là. Ça commence toujours de la même façon, l'intro, on a tout appris ça, puis plus on avance en recherche, plus on est bon, plus on finit par écrire comme des robots. Ben, ça donne bien, parce qu'après ça, on fait passer des robots derrière, puis ils comprennent le système, puis c'est assez simple, entre guillemets, à reproduire de la littérature scientifique. Ça fait la poésie, c'est un autre défi. Là. Donc, il y a une œuvre littéraire, il y a un défi qui est souvent plus élevé que ce type de littérature-là. Là. Tranquillement, là, on a gommé l'auteur, la personne qui est devant moi, qui écrit, qui a sa propre originalité, ses propres traits d'esprit, sa propre façon d'écrire pour arriver à quelque chose de plus formaté, de plus homogène, puis ça donne mal parce que l'intelligence artificielle aime bien ça. Une quantité forte de données homogènes et bien étiquetées. Bon, des journaux. Là maintenant, ben, on essaye de développer, de servir de l'intelligence artificielle pour lutter. Vous voyez, la belle joute, c'est la souris dans sa roue, c'est le chien qui court après sa queue, c'est c'est quoi l'autre exemple? Le serpent qui va finir par se mordre la queue. Vous voyez, ça tourne en rond. Là, on a d'autres outils en intelligence artificielle qui se mettent à courir après ceux qui produisent de faux articles pour comment on va faire pour les détecter. On a vu ça avec ChatGPT. ChatGPT arrive, là, on a des outils qui essayent de détecter ChatGPT, puis on se court après, puis finalement,
Tout le monde tourne à vide. Les moulins à papier, c'est comme ça qu'on les appelle. Des moulins à papier, c'est des outils qui vous permettent de produire à la chaîne des articles scientifiques. Comme dans un moulin, on produit du papier, ici, on produit des articles scientifiques. Est-ce que le problème est gros? Ben, il y en a plusieurs qui commencent à dire que ça commence à être gros. Puis là, je vais le laisser apprécier, je vais vous laisser apprécier vous-même si le problème est critique, mais certains commencent à pointer dans cette direction-là. On est dans des taux de 1% de paper mills en ce moment, de moulins à papier, de papier qui, comme ça, sont générés automatiquement, qui dévient des attentes de la recherche, qui n'ont souvent pas d'auteurs ou des auteurs factices qui sont là pour se voir promus. 1%. Puis si vous allez dans le domaine c'est une moyenne, là, si vous allez dans les domaines où c'est plus compétitif, médecine, biologie, on est à 3%. Chimie, on n'est pas loin, on a dépassé 2%. Business, computer science, il y en a plusieurs là, qui s'intéressent. 1,5% des articles sont générés comme ça par ces moulins à papier. Est-ce que c'est grave, 1%? C'est ce que je vous dis, là. Ça, c'est ceux qui sont détectés, qui sont identifiés, mais il y a toutes les utilisations qui ne sont pas détectées, qui vont aller au-delà du 1%, qui sont peut-être mensongères, qui sont peut-être problématiques, mais parce qu'elles ne sont pas assez graves ou évidentes, ne seront pas détectées, ne seront pas sanctionnées. Mais ceux qui sont suffisamment graves, suffisamment évidentes, on est dans l'ordre de 1 à 3%, dépendamment du champ. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on les détecte? On les retire Donc, d'ailleurs, si vous voyez ça, des articles, retracted articles, c'est quoi? Ce sont des articles qui ont été retirés de la circulation. Donc, il y a eu des plaintes, il y a eu des problèmes, puis on retire les articles. Il y en a toujours autour de moi qui disent, ben, il y a dû avoir des erreurs, puis c'est pour ça. Non, c'est pas ça qui se passe. La réalité, c'est quand vous voyez un article qui a été retiré, il y en a presque la moitié que c'est pour des questions de fraude ou de suspicion de fraude. Donc, si vous voyez un article qui a été retiré, pourquoi? Il y a une chance sur deux que ce soit pour des questions de fraude ou de suspicion de fraude. Plagiat, 1 sur 10. Donc, si vous voyez un article, il a été retiré, c'est dommage son article, il a dû avoir des problèmes, son article a été retiré. Une chance sur 10 que c'est peut-être du plagiat. 2 chances sur 10 que c'est une erreur, ou une chance sur 5, allons-y plus simplement. Et duplication, donc il a été publié dans 2 revues, ça arrive, le même article dans 2 revues, puis là, on le détecte, puis on le retire, 1 sur 10. Donc, ces chiffres-là doivent toujours être appréciés à leur juste mesure. Tromper le système. Les pistes de solution maintenant, quelles sont-elles? Éducation. Surprise. On doit vous former. Puis je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est la première fois qu'ils entendent parler à ce point-là de l'inconduite en recherche et de la conduite responsable en recherche. Pourtant, il faut vous former. Latour, qui est un anthropologue qui étudiait justement les jeunes chercheurs, disait « Les jeunes chercheurs apprennent malheureusement leur métier de chercheur comme on apprenait autrefois le sexe, c'est-à-dire dans l'horreur d'une nuit de noces mal préparée. » Hein, il faut vous préparer, il faut préparer les chercheurs, pas attendre que ça fait 10 ans qu'on fait de la recherche, puis là, on a l'impression que c'est comme ça qu'on fait de la recherche, tout le monde le fait, donc ça doit être comme ça que ça se fait, la recherche, puis donc ça dépend beaucoup de ce que vous allez voir là, autour de vous, de ce qu'on voit autour de nous, puis tout à coup, ça devient la norme, ça devient notre norme, puis 10 ans plus tard, mais c'est nous qui allons défendre cette norme parce qu'on l'a trop observée pendant trop longtemps. Éducation, d'abord, former. Avez-vous eu des formations sur la conduite responsable en recherche? Avez-vous eu des formations? Qui vous a formé à ça? Faudrait former, me semble-t-il, les chercheurs et surtout les jeunes chercheurs. Les vieux chercheurs sont plus durs à former. Les jeunes chercheurs, on l'a dit comme ça. Je vous disais que c'était les organismes subventionnaires qui ont aussi un rôle à jouer. Bien, les organismes subventionnaires, vous demandez qu'est-ce que je peux faire? Bien, allez voir, ils ont une position sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Ben, vous pouvez faire ce que votre institution vous autorise, ce que celui qui vous donne des fonds vous autorise à faire. Puis eux, ils vous disent, ben, vous savez quoi? L'intelligence artificielle, vous pouvez l'utiliser. C'est le fun, hein? On doit l'utiliser prudemment. Vous êtes responsable du contenu. C'est sûr qu'il y a du contenu, il faut valider, il faut documenter, il faut s'assurer que ça soit rigoureux, tout ça. Et ça relève de votre responsabilité. Mais l'accompagnement pour l'écriture, l'analyse, pour l'instant, il n'y a pas de frein, en tout cas, qui vient d'ici là. Par contre, on vous promet, c'est intéressant aussi, on vous promet qu'on n'utilisera pas les outils d'intelligence artificielle pour examiner vos manuscrits ou vos demandes de subvention, vos demandes de bourse. Et pourquoi? Ben parce que si on soumet ça à ChatGPT, tout à coup, c'est des documents qui sont très confidentiels, qui sont les vôtres, qui sont précieux, puis tout à coup, ça peut se retrouver sur un serveur ou des serveurs de la Silicon Valley. On ne veut pas ça, puis on vous dit, vous pouvez l'utiliser, soyez prudent, dites-le au besoin dans votre métaux que vous avez passé à travers tel outil ou vous avez utilisé tel outil. Je m'en suis servi pour traiter mes données de telle façon, puis à la fin, ben, je valide que c'est vrai. Puis en échange, ben, nous autres, on vous promet qu'on ne les utilisera pas pour examiner vos demandes. Et je vous disais, ceux qui vous donnent de l'argent vont vous donner des règles. Et ceux qui publient vos articles vont vous donner des instructions aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Allez, ici, c'est un petit peu plus délicat là, parce que parmi les 100 plus grands périodiques scientifiques, il y en a seulement 1 sur 4 là, qui a publié en ce moment ses instructions. Donc ça fait partie des défis. En ce moment, ce n'est pas encore ajusté. On veut publier. Mon institution me dit quoi? Mon bailleur de fonds me dit quoi? Puis celui dans lequel, le périodique dans lequel je veux publier, qu'est-ce qu'il me dit? Ben pour l'instant, il y en a juste 1 sur 4 qui vous dit à peu près à quoi il s'attend en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction de vos manuscrits. Éducation, former, accroître les ressources, vous donner plus de temps, plus d'accompagnement, plus de formation et éventuellement, si on n'a pas réussi, on se retrouve avec le système classique qu'on n'aime pas vraiment, où on doit surveiller et au besoin sanctionner, puis au besoin qu'on dise et qu'on sache qu'on a sanctionné les membres les plus ou les chercheurs les plus fautifs. Mais idéalement, on aimerait résoudre le problème bien en amont. Et pour conclure, ben, je vous dirais, ça donne un portrait assez sombre, je dirais, de la recherche, mais je pense qu'il faut se le rappeler. Hein, la recherche sert à quoi? La recherche scientifique, la recherche académique est guidée par des valeurs. Ça semble drôle de dire comme ça, mais ultimement, c'est un grand système éthique guidé par des valeurs et vous êtes les gardiens de ces grandes valeurs. Rappelez-vous, pendant la pandémie, là, on avait besoin d'études fiables, de personnes fiables en qui on peut avoir confiance pour nous parler, nous dire quelque chose qui a un socle assez solide. On souhaitait tomber sur ces personnes et on en avait criamment besoin. Et ce sont les gardiens du dernier rempart et les valeurs quelles sont-elles? Ben, comprendre le monde dans lequel on vit, maîtriser la nature, ici, ça devrait recouper plusieurs champs de la recherche, maîtriser l'énergie, maîtriser la matière, définir, redéfinir l'homme. C'est sûr que quand on a des idéaux aussi élevés, quand on tombe de haut, là, mais je veux quand même finir sur cette belle note-là. Rappelons-nous ensemble nos idéaux, construire au sens propre et figuré un monde meilleur, explorer l'univers, l'infiniment grand, l'infiniment petit, tendre vers la vérité. Hein, c'est des chercheurs. Ils cherchent la vérité. Ils ne prétendent pas l'avoir. C'est ce qu'on voit là, sur les réseaux sociaux. Je l'ai trouvé, la vérité. Ça se résume en 2 phrases. C'est plus compliqué. Et pour tous les problèmes de la Terre, c'est pas mal plus compliqué. Nous, on la cherche. Tendre tranquillement vers la vérité et s'éloigner progressivement du mensonge. On peut s'éloigner progressivement du mensonge pour tranquillement se rapprocher de la vérité, pour ultimement accroître la connaissance
C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de conduite responsable en recherche et ça fait partie des défis que nous avons ensemble avec l'arrivée des outils en intelligence artificielle. Continuer d'agir de façon responsable, de faire de la recherche de façon responsable. On l'a toujours fait, on a réussi, on a des défis supplémentaires, mais ensemble, peut-être sommes-nous encore capables.